Aujourd'hui, je complète l'intégration et je fais fonctionner mon contrôleur automatique de commutateur d'antenne pour ma station radio amateur. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Voici la deuxième et dernière vidéo de création d'un contrôleur intelligent pour commutateur d'antenne à Méritron RCS10. Ce commutateur coaxial, je vous l'ai présenté dans ma vidéo numéro 596. L'idée de créer ce contrôleur m'est venue à la suite d'opérations radio avec le commutateur d'antenne. L'addition d'un microcontrôleur et d'un affichage tactile, ainsi qu'une liaison au port de contrôle de l'émetteur-récepteur, ça ouvre la voie à une foule de caractéristiques additionnelles que vous verrez durant la démonstration que je ferai plus tard dans cette vidéo. Parlant vidéo, vous n'avez pas visionné la première vidéo de cette série, c'est essentiel de le faire avant celle-ci. Il y a un lien dans la description ci-dessous. Allez, allez, allez! Bon, pour les autres, dans cette vidéo-ci, je vous montre la plaquette PCB assemblée, son intégration au boîtier. Je vous fais la démo et je parcours le code source Arduino IDE rapidement, mais tout de même, il faut le faire. Alors, allons voir le PCB que j'ai commandé et reçu. Alors, voici, j'ai reçu le PCB. Plutôt que vous montrer le fichier de conception là, de KiCad, je vous montre tout simplement le résultat. 100 mm par 100 mm, c'est la grandeur maximum pour le prix rabais, là, si on peut dire. La première chose qu'on note, c'est qu'effectivement, encore une fois, j'ai mis une zone de prototypage pour pouvoir ajouter des caractéristiques. Et vous allez comprendre pourquoi. Je suis bien content d'avoir fait dans quelques secondes. Alors oui, j'ai mis de la dissipation de chaleur sur le 7805, le régulateur 5 volts. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une zone ici de cuivre en surface et j'ai dégagé la partie où le transistor vient toucher. Je vais bien sûr utiliser un film de transfert de chaleur. Et la partie ici continue, même s'il y a du résiste, là, du vernis résiste. Il y a tout un agencement de via et qui vont aider à transférer la chaleur de cette partie supérieure ici, qui a une surface limitée, avouons-le, vers le côté inférieur ici, et c'est un plan de masse sur le côté inférieur. Donc, la chaleur va traverser, en partie bien sûr, sur la surface inférieure pour dissiper là, de la chaleur additionnelle. Mais le régulateur ne sera pas très taxé de toute façon, je sais pas, un peu plus de 100 mA, je crois, de consommation, puis ça inclut l'affichage allumé et tout, là, donc c'est pas très demandant pour un 7805. Il y aura suffisamment de surface, il va devenir tiède, c'est tout. Alors, sinon, quoi mentionner? J'ai utilisé les mêmes emplacements que j'avais sur la plaquette, là, contrôleur de rotor tail twister, avec le connecteur ici pour l'affichage. Donc, j'ai réutilisé la même plaquette et j'ai fait les changements là, sur tout ce qui était nouveau. J'ai effacé ce qui était plus bon, tout simplement. Alors, l'idée de conception, c'est que j'utilise toujours, c'est réserver la face inférieure pour un plan de masse et faire le plus possible de connexions avec des pistes sur la partie supérieure, incluant les alimentations. Ici, j'ai utilisé des pistes plus larges pour le 5 volts et pour le 13,8 volts qui arrive ici. Pour le reste, j'ai utilisé des pistes standards. C'est pas gros, mais ça fonctionne bien. Alors, je fais le maximum de passages de pistes sur le dessus et les petites connexions qui me restent, je les complète ici et j'essaie de garder le plan de masse le plus continu possible, donc éviter les pistes le plus possible. Alors ici, j'en ai deux, une troisième ici et une quatrième juste ici. Mais sinon, c'est un plan de masse assez continu. Malheureusement, celle-ci, là, elle vient un peu interrompre la masse, mais de la masse, je veux dire, il y en a quand même un peu partout, là. Il y a aussi des broches qui sont à la masse ici qui permettent de faire le transfert aussi. Mais ça aurait été préférable de ne pas avoir une piste ici. Alors voilà, ça c'est le côté inférieur, il n'y a rien d'autre que de la masse essentiellement. Et j'ai mis des trous plaqués métal, des trous métallisés pour faire une connexion à la masse. La zone de prototypage, j'en ai profité pour faire le contour ici. Les vias du contour sont mis à la masse. Donc, je peux aller chercher des masses sur le contour ici. Ici, au centre, ce sont des vias qui sont flottants.
J'ai enlevé le vernis résiste vert. J'aurais pas dû le faire. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Au final, j'aurais pas dû le faire. Parce qu'on se retrouve avec la matière de FR4 sans aucune protection. Et donc, on sait que le vernis aide à ce que la soudure ne se transfère pas d'un trou à l'autre. Remarquez qu'ici, là, il y a de l'espace suffisant. Ça n'arrivera probablement pas de toute façon. J'avais de l'espace en masse, et c'est pour ça que j'ai utilisé l'espace qui restait pour faire une zone de développement prototypage, là. Et je pouvais accommoder une plaquette de 100 mm par 100 mm dans mon boîtier. C'est pour ça que j'ai fait cela. Alors voilà, ça c'est la plaquette, et une fois assemblée, bien, ça donnait ceci. Et voilà, vous voyez que j'ai utilisé la zone de prototypage. C'est que la plaquette, c'est une plaquette version 1. Alors que le schéma que vous avez vu dans la première vidéo, c'était version 2. Alors, j'ai été un petit peu trop rapide sur la gâchette. J'ai envoyé la plaquette PCB en fabrication. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai dit, ça aurait été le fun qu'il y ait un piézo-vibreur comme alarme. Et j'ai aussi ajouté le circuit de conversion pour le bus CI5 vers le transceiver de 3,3 volts à 5 volts, là, la logique. Ça fonctionne même si on se branche directement du 3,3 volts sur le bus CIV vers le radio, ça fonctionne. Mais c'est un bus 5 volts, donc je me suis dit, mets donc le circuit. Alors, vous voyez, quand je vous dis que c'est intéressant d'avoir une zone comme ça, ben, j'ai pu ajouter le piézo-vibreur et le circuit de conversion des niveaux logiques. Et j'ai encore de l'espace en masse si je veux ajouter d'autres caractéristiques. Et j'ai mis le piézo-vibreur sur la face inférieure. Pourquoi? Parce que dans le boîtier, si vous regardez le fond du boîtier, j'ai fait un trou. Et j'ai utilisé des entretoises qui ont exactement la même hauteur que le piézo-vibreur. Donc, le transfert de son va se faire directement à l'extérieur, sur le côté inférieur du boîtier. Et comme il y aura des pattes en caoutchouc qui vont soulever le boîtier, bien, on va très bien entendre le son qui va se projeter vers l'avant. Alors, j'ai dû bien sûr passer des fils pour ajouter le vibreur et ajouter le circuit de conversion. Ici, j'ai passé des fils sur, bien sûr, des entrées-sorties qui étaient disponibles et non utilisées. Et bien sûr, dans la plaquette version 2, parce que ça, c'est la version 1, j'ai intégré ces signaux déjà sur la nouvelle version de plaquette. Si jamais quelqu'un voulait la reproduire, cette plaquette ou ce projet, parce qu'il utilise une radio ICOM et qu'il utilise un interrupteur coaxial, par exemple la Méritron à 8 ports, la plaquette sera à jour avec tous ces circuits, il n'y aura pas de fil ni rien. Alors, j'ai utilisé, comme je vous ai mentionné, une membrane de conduction thermique. J'aurais pu mettre de la graisse thermique aussi, mais j'ai beaucoup de ces membranes qu'on peut utiliser qui se coincent tout simplement entre le boîtier et la plaquette. Et le transfert de chaleur se fait. Je l'ai déjà essayé. Ça tient à peine tiède. Je vous dirais peut-être 35 degrés Celsius. L'affichage allumé et tout pendant 1 heure. Le CPU qui roule, donc aucun problème. Il n'y a pas d'excédent de chaleur à débarrasser. Alors ça, c'est très bien. J'ai mis des supports sur les AQV 212 puisque c'est puces interface avec le monde extérieur. Il n'est pas impossible que je pourrais en griller un. Donc, en mettant les supports comme ça, c'est très facile à remplacer au cas où ça se produirait. Ça n'arrivera vraisemblablement pas, mais quand même. Alors, j'ai évidemment mis aussi un support pour le Raspberry Pico. Ce sont 2 lisières, donc 2 connecteurs essentiellement. Et je peux le retirer et le remplacer si besoin est, mais je peux toujours le reprogrammer sans le retirer de la plaquette, bien sûr, par son port USB qui est ici. Alors, bien sûr, j'ai mis le Pico fusible. Ici, c'est une petite erreur dans la version 1. L'empreinte que j'ai utilisée était trop courte et donc le Pico fusible ne peut pas loger entre les 2 trous. Alors, il a fallu que je le mette à la verticale, comme ceci. C'est pas grave, c'est rien de grave, même que ça me permet d'arriver et me brancher avec une petite clip, là, un grabber si je veux pour injecter durant les essais. Mais sur la nouvelle plaquette, j'ai corrigé cela. Le Pico fusible va pouvoir reposer horizontalement sur la plaquette. Alors, c'est cela, l'essentiel de ce projet. Maintenant, côté boîtier, regardons cela. Alors, c'est un boîtier
d'extrusion d'aluminium, classique. Il y a même des rails, si j'avais voulu, j'aurais pu faire fabriquer une plaquette de circuit imprimé qui glisse sur les rails, mais c'est plus que 100 mm. Donc, ça aurait coûté plus cher pour la plaquette. Donc, je m'en suis tenu à 100 mm par 100 mm. J'ai percé des trous. J'ai décalé la plaquette sur un côté. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et j'ai fait le trou, comme je vous ai mentionné précédemment, pour le piézo-vibreur, pour que le son puisse sortir directement. Et c'est ça, c'est donc une extrusion. C'est un boîtier qui se vend au moins une trentaine de dollars, mais je l'ai eu pour une fraction du prix. Il était neuf dans son emballage et tout et tout. Alors, ce boîtier vient avec deux devantures, une devanture et un arrière qui contient la plaquette, la plaque frontale et la plaque arrière. Ensuite, il y a une autre bordure par-dessus qui s'installe et tout ça vient se visser à l'avant. Donc, ça fait quelque chose de très propre. Et bon, maintenant, pour ce qui est de la face avant et face arrière, bien, face avant, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, mais j'ai ajouté un interrupteur, un commutateur à bascule. J'en ai mis un deuxième. Bien sûr, il y aura on-off pour l'alimentation et il y a aussi mode manuel ou automatique de contrôle. Si je ne veux pas que le transceiver vienne affecter ma sélection, bien, je peux éteindre tout simplement. Et bien, ça sera uniquement en mode manuel le choix des antennes. Alors c'est ça l'idée derrière, c'est pour pas que si je change de fréquence, bien, que ça vienne constamment changer l'antenne, je peux éteindre ici. Et bien, ce système, c'est simplement un interrupteur sur lequel je vais amener le signal CI5. Et je vais le renvoyer sur la plaquette par la suite. Donc, j'interromps le signal CI5, l'équivalent de simplement débrancher, si vous voulez, à l'arrière du boîtier, mais je l'aurai en face frontale ici. Alors voilà, j'ai enlevé le film de protection qu'il y avait aussi sur l'affichage et j'utilise bien sûr des câbles Dupont, neufs s'il vous plaît, parce qu'ils ont tendance à se détériorer assez rapidement lorsqu'on les branche et on les débranche. Dans des projets pour des essais, j'en ai utilisé des flambants neufs. Et l'affichage, bien, vous le connaissez, vous l'avez vu. C'est l'affichage de 3,2 pouces là, que je vous avais déjà montré dans une vidéo. Et ça, donc, c'est la partie frontale et la partie arrière, c'est une plaque identique. Et j'ai monté l'alimentation, donc une prise coaxiale. La prise de microphone qui sert, c'est pas pour le micro, là, mais donc c'est une prise pour micro. C'est ça qui va vers le commutateur d'antenne. Les 4 broches, bien, ce sont bien sûr les 3 13,8 volts envoyés aux signaux A, B et C, donc les 3 rangées de relais, plus la masse, qui est le retour. Mais remarquez que de la masse, il y en a partout dans le système. C'est pas un problème. Ça, c'est le signal PTT sur une prise RCA. Et finalement, ici, c'est le signal CI5. Sur la radio, c'est bien une prise 3,2 mm, mono en plus. Et donc, j'ai mis la même chose ici. Une prise 3,5 mm, donc un câble mono ou stéréo, là, fera le travail de liaison entre la radio et le boîtier. Alors voilà, c'est ça le projet. Alors je mets tout ça ensemble et une fois le tout branché, interconnecté, c'est ça que ça donne. J'ai mis suffisamment long de fil de câblage pour pouvoir bien sûr retirer, réinsérer et sortir le PCB. Là. Je l'ai bien sûr assemblé à l'extérieur et j'ai inséré le tout. Alors, ça, c'est prêt à être fermé. Et je vous ai mentionné là, pourquoi j'avais décalé le PCB. Bien, je vais vous le montrer tout de suite. C'est qu'il y a ce câblage ici à la gauche de la plaque frontale. Et lorsqu'on l'insère, ben, je ne voulais pas qu'il y ait d'interférence avec le PCB. Alors, j'ai libéré de l'espace du côté gauche pour que l'ensemble ici s'insère sans difficulté. Et voilà, la plaque se ferme sans problème. Tout s'intègre très bien. Je pourrais ajouter une extension USB, c'est micro USB à micro USB, pour accès plus facile sans être obligé d'ouvrir la plaque. Mais c'est 4 vis, puis une fois que j'aurai programmé, écoutez, on ne change pas d'antenne à toutes les semaines, là. Donc ça va durer longtemps. Peut-être que je me commanderai effectivement une petite extension ici, là, puis que je l'installerai éventuellement là, pour faciliter les choses. Alors je ferme le tout et je vous montre le résultat final. Et voici le fruit de mes efforts. Voici l'appareil qu'on allume. Et voilà, c'est ce que ça donne comme devanture. Ça me convient. Je préfère une plaque toute noire, bien honnêtement, comme j'avais fait dans mon contrôleur de rotor, mais c'est correct.
faut passer à autre chose. Et j'ai fait mes étiquettes à l'arrière aussi pour tout identifier. Alors voilà, ça donne une unité assez intéressante. Et maintenant, passons aux vrais essais. Alors comme promis, voici la démonstration du contrôleur de commutateur d'antenne. Présentement, il est éteint. Il est relié au port CI5 de la radio. La radio, incidemment, c'est un transceiver ICOM IC7300 qui est un transceiver extrêmement populaire ces années-ci. C'est le radio le plus vendu de ICOM. Et donc, fait les bandes ondes courtes, donc 0 à 30 MHz, HF, et la bande de 6 mètres, la bande VHF basse de 50 MHz. Alors, d'abord, notre contrôle CI5 est engagé, est en mode automatique. Donc, lorsque je vais allumer la boîte va envoyer une requête au transceiver et le transceiver va répondre en envoyant un message de fréquence et la boîte va choisir la bonne antenne. J'ai mis un microphone tout près du commutateur d'antenne et justement, je vous montre une image du branchement arrière. C'est pas très élégant en arrière d'une station, mais c'est fonctionnel, c'est ça qui compte. Alors, j'allume la boîte et vous allez voir, changement d'antenne probablement, en fonction de la fréquence de 14 MHz, de sélectionner ici. Oui, en effet. Alors voilà, elle a sélectionné la boîte, l'antenne Yagi de 3 bandes, 20 mètres, 15 mètres, 10 mètres, 14 MHz, c'est la bande de 20 mètres radio-amateur. Donc, elle a sélectionné la bonne antenne. Je peux bien sûr sélectionner une antenne différente. Comme par exemple ici, je peux choisir une antenne différente en réception que celle en émission. Alors, je pourrais choisir par exemple d'aller dans l'antenne Loop on Ground, qui est une antenne au sol. À 14 MHz, ce n'est pas le meilleur choix, là, mais quand même, ça vous illustre la possibilité de choisir une antenne de réception différente de celle d'émission. Si je choisis une antenne réservée pour la réception, par exemple ici, correct pour la réception, mais on me met une barre disant ça n'ira pas en émission, c'est pas permis d'aller en émission. Ce qui va se produire, c'est lorsque je vais passer en émission, je vais appuyer sur le bouton Transmit ici, donc émission. Ben, ça passe en alarme et l'antenne sélectionnée lors de l'émission, c'est la dummy load, la charge fictive. Donc, pour être certain de protéger le transceiver, on pourra envoyer l'énergie d'émission dans une charge fictive plutôt que dans l'antenne ici qui n'est pas conçue pour l'émission, même que je pourrais la détruire s'il y a un petit préamplificateur actif dans l'antenne de réception. Donc, il y a ce principe d'alarme pour protéger les antennes de réception. Même chose pour la boucle magnétique, je l'ai définie comme une antenne réservée pour la réception. Voilà, alors ça c'est le principe de protection. Maintenant, si je change de bande de fréquence, vous allez noter un changement automatique de la fréquence. Alors, si je vais par exemple à la fréquence de 7 MHz, la bande des 40 mètres, bien, vous avez noté qu'il a transféré son antenne sur l'antenne de 40 et 80 mètres, la demi-sloper, half sloper en anglais. Et donc, le changement s'est fait automatiquement. Si je retourne, par exemple, à 28 MHz, bien, il retourne à l'antenne de 20, 15 et 10 mètres. 10 mètres, c'est la bande 28 MHz, radio-amateur. Sélectionne la bonne antenne. Alors, il est toujours possible, pour moi, de changer l'antenne manuellement. Par contre, si je fais un changement de fréquence, ben, il va resélectionner la bonne antenne par rapport à la définition des antennes que j'ai faites dans la boîte. Si je veux y aller totalement manuel, je n'ai qu'à éteindre ici le contrôle. Et là, je pourrais choisir l'antenne que je désire sans problème. Et là, il n'y aura pas de changement si je change de fréquence, bien sûr, parce que j'ai débranché le port CI5. Alors, au prochain changement de fréquence, bien sûr, ça va revenir selon la coupure ici. Et pour vous montrer comment rapide le changement se fait, si je vais à la fréquence de 11 MHz, j'ai cette antenne qui est sélectionnée. Le point de coupure, je l'ai fait à 11 MHz. Alors, si je descends même un petit brin, tout juste sous les 11 MHz, il va y avoir changement d'antenne. Alors, voici. Vous avez vu? Il est passé à l'antenne des 40 mètres, puisque c'est le point de coupure. Et si je remonte, bien sûr, à 11, le transfert se fait. J'ai décidé de ne pas émettre une tonalité lorsqu'il y a changement d'antenne. Je juge que ce n'est pas nécessaire. On n'a plus l'année entière confiance en la boîte, mais j'aurais pu émettre un petit bip lorsqu'il y a un changement d'antenne. Ça aurait été possible de le faire. Alors ça, c'est l'essentiel des caractéristiques.
tout est bien fonctionnel et je suis très satisfait du résultat. Faisons rapidement un survol du code source pour notre commutateur coaxial d'antenne. Ça ressemble beaucoup au code source qu'il y avait sur le contrôleur de rotor Tail Twister, bien sûr. Là. Étant donné que c'était le même affichage avec fonction tactile, je suis parti du même code source et j'ai enlevé les fonctions qui n'étaient pas requises. Et bien sûr, j'ai ajouté les fonctions nécessaires pour le commutateur. Alors, ce sont les mêmes bibliothèques que j'utilise dans l'autre contrôleur. Je ne suis pas certain que j'utilisais la fonction EEPROM, donc pour sauvegarder en mémoire flash des données. En tout cas, je l'utilise ici. Pour ce qui est des définitions des antennes, quel est le nom qu'on fait afficher pour l'antenne? Est-ce que cette antenne-là peut fonctionner autant en émission qu'en réception? Et de quelle fréquence à quelle fréquence cette antenne fonctionne pour permettre un changement automatique en fonction de la fréquence de l'émetteur-récepteur, le transceiver? C'est défini dans un tableau ici, un tableau de constante. Et donc, pour changer les titres des antennes, on n'a qu'à venir changer ici la définition, le texte, maximum 16 caractères, et de téléverser le croquis à nouveau dans le Raspberry Pi Pico et ça règle le problème. J'ai décidé de faire ça comme ça plutôt que de créer une interface texte qui permettrait là, de changer ça juste en tapant des commandes. Vous savez, il faut inventer des commandes pour changer les différents champs. Et ainsi de suite. Je me suis dit qu'au nombre de fois que je vais changer d'antenne, et c'est vraiment pas souvent, ça ne valait pas la peine de créer d'interface. Mais je pourrais le faire. Si mettre quelques heures additionnelles, j'aurais une interface avec un format connu d'avance qui permettrait de changer ces définitions ici. Alors ça, c'est essentiellement comment les antennes sont définies. Il y a bien sûr toute une autre série de variables. Là, je vous épargne leur définition. Les mêmes instanciations de classe là, pour la partie affichage, la partie tactile. J'ai fait une petite fonction pour générer un bip de 30 millisecondes. Alors, lorsqu'on appuie puis on change d'antenne, vous entendez des petits bip, bip. Alors, c'est l'exécution d'une fois cette petite fonction. Lorsque vous entendez l'alarme, c'est une succession de ces petites fonctions qui sont envoyées l'une après l'autre. Donc, succession de petits bips qui durent, 150 millisecondes, je crois. J'ai utilisé la fonction tone qui finalement fait fonctionner le PWM, le générateur d'impulsion. On lui spécifie la fréquence et bingo, il fait la tonalité et on attend le temps qu'on veut. Et pour couper la tonalité, on utilise la fonction no-tone, tout simplement. Alors, j'ai utilisé les deux cœurs du Raspberry Pi Pico. On a un avantage ici, on a 2 cœurs de disponibles. J'ai séparé les tâches, à peu près tout pour le premier cœur, et le deuxième cœur uniquement la liaison CI5 avec la radio. Alors, on va voir ça un petit peu plus tard, mais c'est comme ça que j'ai ségrégué le travail. Le premier cœur fait essentiellement tout le reste, l'affichage et le contrôle. Alors, dans les lignes particulières, là, si on exclut la partie affichage, il y a les 3 lignes de relais. Il y a la ligne de PTT, l'entrée PTT, et il y a le port série qui vient de la radio. Alors, quelle broche on utilise pour le port série, la liaison avec la radio? C'est simplement en choisissant le port Serial 1, qui est un des ports alternatifs sur le Raspberry Pi Pico. Ça définit ou ça force quelle broche on doit utiliser. Pas besoin de les spécifier autrement dit. C'est matériel ce port, donc ces broches-là sont sur le Raspberry Pi Pico. Alors, la fonction de setup principale, elle s'occupe de l'affichage, bien sûr. Elle définit une partie de la mémoire flash de programme comme une émulation des mémoires EEPROM, donc pour sauvegarder nos données. Ici, j'en sauvegarde 256 octets. Alors, dans la fonction setup, ce sont les choses, évidemment, que l'on fait qu'une seule fois. Donc, retirer de la mémoire EEPROM quelles antennes étaient utilisées avant d'éteindre le système. S'il n'y a rien dans mémoire, on va mettre l'antenne 0, donc si vous voulez la charge fictive. Ensuite, c'est d'établir les étiquettes là, du nom des antennes. On fait ça une fois au départ et on n'y touche plus. On ne va pas fouiller dans cette zone de l'affichage. Donc, c'est fait dans la fonction Setup aussi. Dans la fonction Setup 1, qui est le deuxième cœur, là, comme je vous disais, on définit et on ouvre le port série que j'ai mis à 4800 bits par seconde. J'aurais pu le mettre à 9600.
ça aurait très bien fonctionné aussi. Donc, j'ai aussi défini le port CI5 dans le poste radio, dans le transceiver, comme ayant une vitesse de 4800, bien sûr. Alors, l'une des choses qui est faite sur l'initialisation, c'est d'envoyer au transceiver la commande de nous retourner quelle est la fréquence courante. Lorsqu'on allume la boîte, on veut savoir à quelle fréquence la radio est pour choisir la bonne antenne en fonction de la fréquence courante. Et c'est ce qui est fait ici, un message qui est envoyé. C'est un message CI5. Bon, je peux vous le montrer rapidement. Pour les messages les plus simples, c'est quoi le contenu des messages? Ça commence toujours par FE, FE. Okay? C'est une façon d'identifier le début des messages. Ensuite, c'est l'adresse de la radio, donc l'adresse à distance, l'adresse locale, la commande envoyée, la 3, c'est « Donne-moi la fréquence ». Et finalement, le mot de fin de commande, c'est toujours FD. FE pour débuter, FD pour terminer. Alors, on envoie cela sur le port série, le port CI5, et la radio va nous retourner la fréquence avec le bon format qui va évidemment commencer aussi par FE, mais les adresses seront inversées. On aura AE0 de 9.4, qui est le radio, et la fréquence. Le message sera plus long, évidemment, mais tous ces formats-là sont définis déjà dans de la documentation. On peut retrouver cela. Alors, on envoie le message. Alors, pour la boucle principale du cœur 1, c'est beaucoup lié à l'affichage, bien sûr, mais bon, ce sont toutes des tâches qui sont séparées les unes des autres. Donc, lire l'état du PTT, donc est-ce qu'on est en émission ou en réception? Et en fonction de cela, ben, changer l'état de l'étiquette, si on est en émission ou en réception. Cette étiquette PTT actif va servir partout dans le code pour savoir qu'est-ce qu'on affiche. Et ensuite, bien, en fonction de l'état du PTT, qu'il soit actif ou pas, ben, on va sélectionner le bon relais aussi en fonction de quelle antenne TX est choisie sur l'écran et quelle antenne RX, réception, est aussi choisie sur l'écran. Donc, on va agir, choisir les bons relais. Et cette sélection de relais est toujours faite en permanence. Mais s'il n'y a pas de changement, même si on change les ports, ça n'a aucun effet. Donc, en rotation, on choisit les bons relais, toujours. Pas besoin d'attendre qu'il y ait un changement de PTT. On fait toujours la vérification et on choisit les bons relais. Alors aussi, ben, en fonction de cela, ben, on va choisir les bons carrés, carré vert, carré rouge. Et c'est ce que je fais ici, j'affiche les bons boutons TX ou les boutons RX, dépendamment de l'état du PTT. Et ensuite, il y a les petites étiquettes TX, RX, les mots eux-mêmes. Ben, en fonction, encore une fois, de l'état du PTT, ben, je vais afficher les bonnes étiquettes dans le bon mode, bien sûr, c'est-à-dire dans la bonne couleur. Et bon, aussi, il y a toute la section du traitement tactile. Ça, c'est presque identique à ce qu'il y avait avant. Alors, on calcule la moyenne de la position du doigt, si vous voulez, les coordonnées X et Y. Et une fois qu'on a établi cette moyenne, la moyenne est calculée, c'est tant qu'on tient notre doigt pesé, ben, ça calcule une moyenne parce que ça varie beaucoup. Mais une fois qu'on a calculé cette moyenne, les coordonnées en X et en Y, ben, on peut agir en fonction, choisir la bonne antenne en fonction des coordonnées X et Y. Et ces coordonnées, ben, je les aurai au préalable trouvées au début, lorsque j'ai essayé l'affichage avec mes dessins pour la première fois. J'ai roulé une petite partie de code que j'avais créée, qui est exclue du code source fonctionnel, mais qui m'a permis d'afficher les coordonnées tant que je tenais mon doigt poussé, ça affichait les coordonnées. Alors j'ai pu, avec un stylet en fait, pour être plus précis, j'ai pu toucher l'affichage et prendre note des coordonnées. Et c'est ce qui m'a permis de dériver que le bouton de l'antenne 1 est entre telle coordonnée et telle coordonnée à la verticale, et pour une colonne horizontale, là, horizontalement pour une colonne donnée. Et la même chose pour la deuxième colonne, la colonne RX, ben, ce sont les mêmes coordonnées au niveau horizontal. Bon, gestion du clignotement du mot TX lorsqu'il y a une alarme. Gestion du piezo, s'il y a une alarme, ben, envoyer la vibration, un bip du vibreur, et en répétition à toutes les 30 millisecondes, et il y a une petite fonction de clignotement qui s'allume et qui s'éteint. C'est aux 150 millisecondes, je crois bien. Là. Je me rappelle bien, c'est une petite partie du code un peu plus tard. Bon, on éteint l'affichage au bout de 3600 secondes pour économiser l'affichage. S'il n'y a pas d'activité, ça s'éteint tout seul. Et finalement, ben, une partie importante, c'est la gestion de l'antenne en fonction de la fréquence reçue par le port CI5.
Et ce choix d'antenne sera fait ici avec cette petite partie du code. Et la boucle du deuxième cœur, ben, c'est la réception des messages CI5. Alors, lorsqu'il y a des caractères disponibles sur le port série, on les accepte, on les reçoit, on les met dans un tableau qui est une mémoire tampon. Et lorsqu'on reçoit le dernier caractère FD, comme je vous avais montré, le dernier caractère ou le dernier code du message CI5, ben, on va traiter le message reçu pour y extraire la fréquence et calculer quelle est la fréquence en mégahertz qui est reçue finalement du transceiver. Et là, ben, cette information de fréquence, ben, elle sera utilisée pour choisir les bons relais. Un petit peu plus haut, on vient juste de regarder. Alors, c'est essentiellement ça le code source. Ça semble très complexe, mais ça ne l'est pas tant que ça. Lorsqu'on regarde la grosseur, on parle de 325, 330 lignes de code. C'est pas énorme. Si vous regardez ma référence GPS, qui avait une interface usagée quand même, il faut le dire, qui nécessitait quand même des bonnes parties de code, il y avait au-dessus de 1300 lignes de code, je crois. Alors ici, avec 300 lignes de code, puis c'est une belle en-tête, un beau logo qui prend de l'espace, on va se le dire, c'est quand même raisonnable. Ça a été plusieurs heures de travail, bien sûr, mais en comparaison à d'autres projets, ce n'est pas tant que cela. Comme toujours, je partage les fichiers de conception, matériel et logiciel sur mon site web bidouilleur.ca. Vous trouvez un lien vers la bonne page web dans la description. Alors, j'ai mis à l'épreuve mon contrôleur d'antenne durant une compétition radio-amateur, le concours de la Fête du Canada, le 1er juillet dernier. Quel plaisir de ne pas avoir eu à me préoccuper de l'antenne quand je changeais de bande radio. La fonctionnalité m'a semblé sans faille. Très heureux du résultat. Seule déception, en rapport au coût du PCB, le transporteur DHL m'a chargé un 19 $ canadien additionnel pour ce qu'eux appellent des frais de dédouanement. Ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Ça double presque le coût du PCB. Est-ce que c'est une option plus rapide que j'aurais choisie par mégarde lors de la commande? C'est possible, car les PCB m'ont été livrés de JLC PCB jusqu'à ma porte en 6 jours seulement, suivant la commande. Ce qui est le plus rapide que j'ai connu jusqu'à date. Quoi qu'il en soit, surveillez les options d'expédition quand vous placez une commande. Il n'est peut-être pas toujours payant de choisir l'option la plus rapide. Et finalement, je me suis procuré une extension USB flexible et qui se monte sur le panneau arrière. Ça offrira un accès beaucoup plus rapide au firmware, au microcontrôleur. Voilà pour ce projet, mais soyez sans crainte, il y en aura d'autres. Demeurez donc à l'écoute. Merci de votre soutien et à la prochaine.